Bonjour, je m'appelle Leslie Moisey et je suis professeure adjointe à l'Université de la Saskatchewan et diététiste avec 6 ans d'expérience de travail au sein d'un hôpital de soins de courte durée. Mes intérêts de recherche comprennent l'examen du rôle que joue la nutrition dans l'amélioration du rétablissement à la suite d'une maladie grave et la mise en place d'interventions nouvelles et intégratives en matière de nutrition et de réhabilitation pour améliorer les résultats au sein de cette population de patients. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du rétablissement grâce à la nutrition à la suite d'une maladie grave, telle que nous comprenons actuellement la manière dont les patients se rétablissent et pour fournir des stratégies concernant la façon dont nous pouvons contribuer à l'amélioration du rétablissement des patients souffrant de maladies graves dans notre hôpital lorsqu'ils quittent l'unité de soins intensifs. À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de déterminer les 3 causes de morbidité liées à la santé fondamentale qui sont fréquemment le lot de survivants de maladies graves, de relever 3 obstacles à la consommation d'aliments adéquats chez les patients qui se rétablissent d'une maladie grave, de déterminer 3 stratégies qui pourront être mises en œuvre par les membres de l'équipe de soins de santé pluridisciplinaire pour améliorer, grâce à la nutrition, le rétablissement de survivants de maladies graves. J'ai reçu des honoraires à titre de conférencier de la part de Nestlé Health Science. J'aimerais commencer par examiner la trajectoire commune de la maladie pour les patients atteints de maladies graves, telle qu'illustrée dans le présent document. Au Canada, plus de 80% des patients exigeant une admission dans une unité de soins intensifs survivront à leur sortie de l'hôpital. Et ma présentation d'aujourd'hui est axée sur les patients qui sont au stade précoce de rétablissement dans les services, notamment après qu'ils ont été libérés de la ventilation mécanique et transférés depuis l'unité de soins intensifs vers un service d'hospitalisation. Malheureusement, le taux de survie n'est pas un indicateur de la qualité de vie. Et en réalité, bon nombre de survivants de maladies graves peuvent afficher un syndrome postérieur aux soins intensifs qui prend la forme d'une constellation de morbidité liée à la santé dans 3 grands domaines. Le premier domaine est la déficience fonctionnelle qui est secondaire à la perte de masse musculaire résultant du séjour en soins intensifs ainsi que les faiblesses acquises durant ce séjour. Les patients peuvent également présenter des déficiences cognitives comme du délire, des pertes de mémoire et des déficits dans le fonctionnement d'ordre exécutif. Enfin, bon nombre de patients souffrent de perturbations de la santé mentale, y compris de la dépression, de l'anxiété et des troubles liés au stress post-traumatique à la suite d'un séjour dans une unité de soins intensifs. Les facteurs de risque les plus importants pour le développement d'un syndrome postérieur aux soins intensifs sont la ventilation artificielle prolongée, la sepsie et le syndrome de défaillance multiviscérale. Les caractéristiques de ce syndrome peuvent être observées précocement lorsque le patient demeure dans l'unité de soins intensifs et persisté durant plusieurs années après le congé de l'hôpital. Il n'est donc pas surprenant que ce phénomène ait été associé à une réduction de la qualité de vie chez les survivants. Ainsi, il est clair que les patients se rétablissant après une maladie grave constituent une population unique. Bien qu'un travail important ait été consacré à l'élaboration de stratégies et d'interventions pour améliorer le rétablissement, le rôle que joue la nutrition dans ce processus n'est pas clair et jusqu'à présent, peu d'attention a été accordée à ce domaine de recherche. Cependant, il s'agit d'une attention cruciale à prêter à l'état nutritionnel de ceux qui survivent à une maladie grave. Bien que la prévalence de la malnutrition au moment de la sortie de l'unité de soins intensifs n'ait pas été documentée, il est probable que la plupart des patients afficheront un certain degré de malnutrition lié au processus morbide. Comme l'illustre le présent document, l'apparition d'une maladie aiguë déclenche une réponse inflammatoire aiguë et un métabolisme prononcé du stress, qui se traduisent par une augmentation du catabolisme, une résistance à l'insuline et une résistance anabolique. Pendant toute la durée de la ventilation artificielle, les patients reçoivent habituellement des protéines et des calories inadéquates et lorsqu'ils sont dans un état de stress, leurs tissus sont moins sensibles à des stimuli anaboliques comme des acides aminés, de sorte que l'absorption des éléments nutritifs est perturbée. Tout au long de leur admission dans une unité de soins intensifs, les patients sont souvent immobilisés, ce qui est associé à une atrophie et à des dysfonctions musculaires, et peuvent également recevoir des médicaments qui ont pour effet d'augmenter la dégradation des protéines musculaires. Chacun de ces facteurs contribue de façon indépendante à un état métabolique qui favorise la perte de masse maigre et une diminution des capacités fonctionnelles, lesquels sont des indicateurs établis de malnutrition. En conséquence, au moment de l'arrêt de la ventilation artificielle, les patients présentent vraisemblablement une malnutrition liée à la maladie avec un degré de gravité qui dépend de facteurs comme l'état de santé préalable à la morbidité, la gravité de la maladie, la durée de la ventilation artificielle et la longueur du séjour dans une unité de soins intensifs.
La malnutrition engendre des effets négatifs considérables sur tous les organes, comme nous le montre ici, et peut mener à des modifications de la composition corporelle, une diminution du fonctionnement physique et mental, et des résultats cliniques altérés par suite de la maladie. Ainsi, comme les patients mal nourris présentent des comorbidités dans les 3 mêmes domaines de la santé que ceux qui étaient concernés dans le syndrome postérieur aux soins intensifs, il est essentiel de traiter l'enjeu de la santé nutritionnelle des patients au cours de la trajectoire d'une maladie grave. Jusqu'à présent, seules 2 études ont examiné l'apport nutritionnel chez des patients ayant fait un séjour dans une unité de soins intensifs médicale ou chirurgicale à la suite de l'arrêt de la ventilation artificielle. Durant les 7 premiers jours après l'arrêt de la ventilation artificielle, vous pouvez observer ici que les patients à qui l'on a prescrit une alimentation par voie orale comme seule source de nutrition affichaient un piètre apport alimentaire, ne consommant qu'un tiers des protéines et que la moitié des calories prescrites. Fait intéressant, lorsque nous avons examiné l'apport alimentaire chez des patients qui avaient continué à suivre une alimentation entérale, nous avons observé que les patients avaient reçu plus de 75% des protéines et des calories prescrites, ce qui nous permet d'avancer que l'interruption retardée de l'alimentation entérale à la suite d'un arrêt de la ventilation artificielle pourrait aider à améliorer l'adéquation de l'apport nutritionnel. Lorsque nous avons examiné les quelques études qui se sont penchées sur les obstacles à l'alimentation par voie orale, particulièrement chez les patients souffrant d'une maladie grave, il est devenu clair que les obstacles prédominants à l'alimentation sont liés aux effets physiologiques de la maladie, dont aucun ne peut être facilement modifié, ce qui conduit à sous-évaluer les enjeux auxquels est confronté le personnel soignant au chapitre de l'optimisation des soins nutritionnels chez ces patients. Le rétablissement, grâce à la nutrition, peut également être compromis par des piètres soins transitoires, lesquels sont définis comme étant les soins fournis avant, pendant et après le transfert de patients depuis l'unité de soins intensifs vers une autre unité et servant à assurer une perturbation minime et une continuité optimale des soins. Par exemple, on a constaté que lorsqu'un patient quitte l'unité de soins intensifs, les plans des soins nutritionnels ne sont pas documentés ou fournis au personnel du service concerné. En outre, une fois que le patient est hospitalisé dans un service, des interventions ayant une incidence sur la nutrition sont souvent réalisées avant que le patient ne fasse l'objet d'une évaluation officielle par un diététiste. Enfin, on a également observé que les cultures des services hospitaliers, en vertu desquelles les buts des soins sont axés sur le retrait de tubes, de cathéters et d'autres dispositifs, ont également une incidence négative sur les soins nutritionnels. Il est également essentiel de reconnaître la vulnérabilité des patients se rétablissant après une maladie grave. En utilisant des méthodes de recherche qualitative, le Dr Merriweather et ses collègues du Royaume-Uni ont constaté que les patients se rétablissant après une maladie grave signalent des modifications corporelles et de l'identité comme étant des facteurs qui ont une incidence négative sur leur capacité à manger, de même que des changements dans leur routine et leurs habitudes alimentaires, ainsi que des sentiments d'isolement liés à leur admission à l'hôpital. Ainsi, il est clair que les patients sont confrontés à bon nombre d'enjeux au chapitre d'une nutrition adéquate à la suite d'un séjour dans une unité de soins intensifs. Heureusement, tous les membres de l'équipe de soins de santé pluridisciplinaire peuvent mettre en œuvre des stratégies qui seront utilisées pour améliorer les soins nutritionnels chez les survivants. Le premier élément, et probablement le plus important pour atteindre cet objectif, consiste à reconnaître que les patients se rétablissant après une maladie grave constituent un sous-ensemble unique de patients qui est différent de l'ensemble des patients médicaux ou chirurgicaux habituels et qui est vraisemblablement déjà mal nourri au moment de son transfert vers un service hospitalier pour les raisons que j'ai précédemment traitées. Ensuite, il est essentiel de communiquer des plans détaillés de soins nutritionnels au personnel des services lorsque les patients sont transférés d'une unité de soins intensifs. Les diététistes doivent aussi être avisés de ces transferts de sorte que les patients puissent faire l'objet d'une évaluation s'il y a lieu. Une fois le patient dans le service, il faut mettre en œuvre des modifications au plan de soins nutritionnels après une évaluation nutritionnelle officielle et il convient de relever les enjeux, incluant ceux de nature physiologique, fonctionnelle et psychologique, qui ont une incidence sur la nutrition. Il est également utile de surveiller les plans de soins nutritionnels d'un patient et de les rajuster, le cas échéant, et les progrès enregistrés au chapitre de la nutrition sont accomplis grâce à des discussions régulières au sein de l'équipe de soins pluridisciplinaires.
Au sein de votre établissement, une stratégie permettant d'aider à la mise en œuvre de tels changements pourrait comprendre la mise en place de parcours de soins de transition propres à l'établissement et de listes de contrôle. Enfin, il est possible de recourir à plusieurs interventions liées à la nutrition pour améliorer les soins nutritionnels des patients se rétablissant après une maladie grave. Cependant, il est également important de reconnaître que nos connaissances dans cette zone d'étude comportent des lacunes considérables, ce qui nous pousse à mettre l'accent sur la nécessité de s'engager dans des recherches plus approfondies. Premièrement, nous devons réaliser davantage de recherches pour orienter la pratique concernant le nombre de patients qui sont en phase de rétablissement et les aliments que nous leur donnons. Pour certains patients, l'utilisation agressive ou prolongée de l'alimentation entérale peut être une stratégie efficace pour améliorer l'apport nutritionnel. Cependant, il faut prendre en considération l'efficacité, la sûreté et l'acceptabilité d'une alimentation entérale continue après le départ de l'unité de soins intensifs. Enfin, malgré les obstacles physiologiques qui semblent avoir des répercussions négatives sur l'apport alimentaire, la mise à l'essai continue de stratégies axées sur les aliments, comme les aliments fortifiants, et les interventions qui reposent sur une augmentation de la prise alimentaire, comme l'utilisation de suppléments alimentaires oraux avec un accent sur les protéines, sont essentielles. Ceci conclut ma présentation. Vous devriez maintenant être en mesure de relever les facteurs de morbidité liés à la santé qui concernent souvent les survivants ayant séjourné dans une unité de soins intensifs et de comprendre qu'après l'arrêt de la ventilation superficielle, les patients présentent un piètre apport nutritionnel en raison d'une multitude d'obstacles physiologiques, environnementaux et institutionnels. Cependant, vous devriez maintenant aussi être en mesure de déterminer des stratégies pluridisciplinaires et axées sur le patient que vous pourrez employer dans votre propre établissement pour améliorer les soins nutritionnels des patients se rétablissant après une maladie grave. Merci.